Donc on a dit qu'on arrêtait, et maintenant on essaie d'autres formats, on essaie de réfléchir à ce que peut apporter la vidéo. Et un truc que peut apporter la vidéo, c'est par exemple le plan séquence. C'est quelque chose que je dis beaucoup aux stagiaires, aux gens qui débarquent. Prenez des petites caméras, prenez des flips. Les flips, c'est de la marque, c'est des caméras qui sont grosses comme des paquets de cigarettes à peu près, avec jusqu'à, je crois, 1 heure d'enregistrement en HD dessus. Prenez des flips et puis tournez-nous des séquences prises au cœur de l'événement, hein, dans la manifestation, au lieu de simplement filmer de loin la manifestation avec une grosse caméra comme vous voyez les autres journalistes faire. Ben vous allez à l'intérieur de la manifestation, vous allez discuter avec les gens, vous allez marcher avec eux et vous allez choper des petits instants, des petits moments. On passe devant un groupe de musique, surtout on ne va pas rajouter de commentaires par-dessus, on va garder le son d'ambiance. On va avoir quelque chose qui sera un peu bricolé forcément, qu'on ne pourra pas avoir aux 20 heures de tétin, décidément. L'exemple revient. Ça ne sera pas suffisamment léché, ça ne sera pas suffisamment bien cadré, ça va bouger, ça va. Mais sur internet sous forme de pastille qui va durer, je sais pas, ça peut être 20 secondes, ça peut être 5 minutes si le plan séquence est passionnant. Il n'y aura pas un gros travail de montage derrière, soit pas de montage du tout, soit juste peut-être enlever le début et la fin. Et au final, vous avez quelque chose qui va donner à l'internaute une désinformation, une retranscription que le texte ne pourra jamais donner. Parce que le texte ne sera jamais assez fort, ne sera jamais assez, assez efficace pour faire passer l'ambiance, le son, la musique, les regards, les anicroches qu'il peut y avoir, les choses qui sont parfois très, très fines qu'on peut voir sur une vidéo, sur ce type d'information. Donc, journalisme nomade, ok, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas mon iPhone, il est dans ma poche, mais si je vais à un reportage aujourd'hui, finalement, contrairement à il y a quelques années où j'avais énormément de matériel, je pouvais être un peu gêné dans mes mouvements. Finalement, maintenant, je vais utiliser un simple iPhone, hein, ou un Samsung Galaxy, enfin, vous voyez les smartphones de dernière génération qui font des bonnes photos, des bonnes vidéos, qui ont un accès Wi-Fi. Et je vais les utiliser pour tout faire finalement. Parce que je peux prendre des notes, hein, avec la saisie semi-automatique. On arrive à prendre des notes dans une conférence, je le fais, c'est pas super pratique, ça va un petit peu plus vite quand même à la main avec un crayon en papier. Mais c'est jouable. Je peux prendre du son avec une fonction dictaphone sur... ça fait souvent des sons très très corrects. Je me rappelle un auteur de bande dessinée par exemple, j'avais interrogé, j'avais simplement posé mon iPhone pour... comme dictaphone pour garder une trace de ses propos, puis je prenais quand même des notes à côté, parce que j'ai toujours une petite méfiance, j'ai toujours un peu peur de perdre ce qui était dit. Et au final, c'était super bruyant, c'était un hall d'hôtel, le truc était vraiment posé sur la table, hein, comme ça. Au final, je réécoute chez moi et je fais, bah, le truc est tout à fait correct, tout à fait diffusable, petit montage, un début, une fin, et j'ai passé comme ça 3 petits sons pour vraiment les personnes qui avaient envie d'entendre sa voix, d'entendre développer certains passages de l'interview. Donc vous voyez, technologie simple, transportable et qui me permettent de travailler et même de diffuser. C'est ce qu'on va voir avec la petite vidéo que j'ai prévue. Là c'était avec un téléphone un peu plus ancien. C'est pas mal, le flip sera peut-être un peu meilleur quand même, mais il faudrait faire des tests un peu plus... En fait, souvent le problème ne vient pas trop de l'image en elle-même, mais de la prise de son. Et le flip, il a un mini micro à l'intérieur, donc pas quand même de bonne qualité. C'est pas un vrai micro qu'on branche dessus, ça tout de suite bien meilleur, notamment pour éviter d'avoir trop de bruit d'ambiance autour. Mais voilà, sur l'iPhone c'est un peu plus... il faudrait faire des tests, mais souvent le facteur limitant c'est ça. C'est que vous avez une image tout à fait correcte, tout à fait propre. Et après, l'autre problème aussi du flip et des iPhones, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'astreindre à filmer quand même assez près du corps et pas faire de l'endroit parce que c'est pas lourd du tout. C'est pour ça qu'à la télévision, jamais, ils ont vraiment des caméras à l'épaule. Parce qu'une vidéo qui bouge un peu sur 20 secondes sur un écran ordinateur, ça va. Mais un sujet de 3 minutes au journal télévisé, qui bouge comme ça tout le temps, c'est juste pas regardable sur un grand écran. Donc c'est aussi adapter la technologie au support. Je n'allais pas avoir le dernier, la vidéo, enfin on y reviendra éventuellement si ça vous intéresse, mais c'était juste des bricoleurs qui avaient, toujours avec un iPhone, mais un vieil iPhone, ils avaient bricolé un pied, ils lui avaient rajouté un pied, ils lui avaient rajouté une lampe pour éclairer, donc une batterie supplémentaire.
Et en le jailbreakant, en le piratant, ils avaient réussi à envoyer directement du flux, ce qui doit être possible maintenant sans pirater, envoyer directement un flux vidéo. Donc en gros, ils faisaient du direct vidéo, rien qu'avec un téléphone un peu amélioré, quoi. Et là encore, c'est juste totalement incroyable si on explique ça à quelqu'un qui débarquerait de l'année 90 aujourd'hui, grâce à un petit voyage temporel. Qui connaîtrait le fonctionnement du journalisme télé de l'époque, et encore aujourd'hui pour certaines télés. En gros, une équipe de France 2, c'est un rédacteur, donc un journaliste qui fait rien, qui est juste là pour poser des questions et construire son sujet. C'est un JRI, donc avec un cadreur avec une caméra, un preneur de son, le type avec la perche, un monteur, éventuellement un assistant, et c'est ça qu'on envoie en reportage à grands frais sur ça. Bon. Ça peut être encore nécessaire d'avoir ce type d'équipe pour certaines productions, des documentaires, des choses très abouties. Mais au quotidien, pour le travail de journaliste, on n'a plus forcément besoin de ça. On peut se baser sur d'autres équipes. Voilà. Le dernier thème, avant de vous laisser poser peut-être quelques questions, c'est le règne des métriques. Alors c'est quelque chose qui est moins connu, qui est plus, on va dire, qui concerne plus les journalistes eux-mêmes, qui est moins analysé, mais qui me semble un phénomène intéressant. C'est de voir à quel point la connaissance du lectorat, les statistiques sur les visiteurs peuvent être extrêmement fines aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Rue 89, on dispose d'outils de connaissance de l'audience extrêmement pointus. Et là encore, le bond est extraordinaire par rapport à ce qui se pratiquait avant. Hein, un truc classique, par exemple, c'est un journaliste de Libération ou du Figaro qui vous dit « Ah ben moi, mon papier, il est lu par 70 000 personnes. » Parce que le tirage du journal, ce jour-là, était 70 000 exemplaires. Et c'est évidemment idiot, parce qu'en fait, si vous regardez les études un peu approfondies, même si le papier a été diffusé à 70 000 exemplaires, déjà tous les exemplaires n'ont pas été vendus. Ensuite, les gens qui ont acheté n'ont pas forcément lu l'article à l'intérieur. Ceux qui ont commencé à le lire l'ont parfois abandonné en cours de lecture. Tout ça, ça peut se mesurer par des études. Mais cette petite anecdote, c'est des choses que moi j'ai pu personnellement avoir dans des échanges avec des gens en presse écrite. Ça montre bien l'ignorance dans laquelle on était finalement du volume de lecteurs et de sa composition. Cette ignorance aujourd'hui, elle est en train de disparaître, en tout cas largement. Voilà par exemple le type d'outil dont on dispose désormais pour savoir qui est sur rue 89 en ce moment. Ça s'appelle Chartbeat. Je sais que c'est utilisé aussi par lemonde.fr. Vous voyez là en temps réel qu'il y a en ce moment 6829 visiteurs sur l'ensemble de rue 89, du site rue 89. Avec ensuite, article par article, les différentes... la distribution. Chaque point que vous voyez sur le tableau représente, je crois, 10 visiteurs, ouais, c'est ça, 10 visiteurs. Et quand l'article clignote j'ai arrêté le clignotement, mais on va le voir. Quand l'article clignote en rouge, ça veut dire que le nombre de visiteurs est en baisse. Et quand il clignote en vert, ça veut dire que le nombre de visiteurs sur cet article est en hausse. C'est une sorte de gros tableau de bord. Ensuite, si je clique sur l'intérieur d'un article, par exemple celui sur Ben Ali, sur la Tunisie, un des nombreux articles qu'on a publiés, je peux voir sa vie en fait ici en termes de son historique. Voilà. En fait, il a commencé à être mis en ligne, donc au départ il s'est retrouvé assez haut sur la page d'accueil, donc il a attiré pas mal de visiteurs. Puis il y a eu ce petit, vers 15h20, il a commencé à faire sa vie, à descendre à l'intérieur de la page, et puis il y a eu ce rebond. Quoi. Et ce rebond, souvent, il s'explique parce que l'article a été repris par d'autres sites, ou qu'il a commencé à circuler vraiment massivement sur Facebook ou sur Twitter, ou qu'il a été repris par un blog ou un site particulièrement visité. Vous avez par exemple là l'ensemble des pages d'où viennent les gens. Voilà. Et vous voyez qu'il y a 273 personnes qui sont passées sur la page d'accueil pour arriver sur cet article. 48 qui sont venus d'un site qui s'appelle Yahoo News, 16 d'une page qui regroupe tous les articles sur la Tunisie sur le 89, 5 qui sont venus de Google News, et ensuite on voit où ils sont passés, sur quel type d'articles ils sont passés. Ça c'est une page qui était accessible uniquement à vous, mais... Accessible uniquement à nous, mais bon, ça si on reçoit des choses très... Enfin, si un chercheur par exemple est intéressé, va nous poser des questions, on pourra lui donner des accès. Vous avez les données techniques sur le temps de chargement de la page, par exemple, ça c'est plus pour elle.
si jamais le temps augmente un peu trop, on lui demandera d'intervenir, et puis à l'ensemble des développeurs. Ça aussi c'est assez intéressant, c'est le scroll test, ça veut dire est-ce que les gens ont scrollé dans la page pour lire l'intégralité de l'article, ou est-ce qu'ils sont restés en haut en fait. Et notre objectif à nous, c'est certes d'avoir un grand nombre de visiteurs, mais aussi que ces visiteurs finalement ne restent pas seulement sur l'ensemble de l'information, sur le haut de la page, mais qu'ils aillent un peu plus bas. Pardon ? Comment vous savez ça? En fait, quand l'utilisateur arrive, il y a un petit script qui se charge en haut de la page, et un autre script Shardbit qui se charge en fin de page. Donc ça permet de connaître le temps de chargement par exemple. Mais ensuite, après, tout ce qu'il fait sur la page est espionné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on voit s'il scrolle sur la page, avec la roulette de sa souris par exemple, ou avec les touches du clavier. Donc là, vous voyez qu'il y a 10 personnes qui sont en train de taper, qui sont sur cette page, qui sont en train de taper. Soit ils sont avec la flèche du clavier à descendre pour lire l'article, soit ils sont en train de taper un commentaire en fait en bas des pages. Voilà, donc pour moi, l'objectif ici, c'est d'arriver à avoir une distribution un peu meilleure que celle-là, c'est-à-dire plus de bleu et moins, enfin du bleu plus clair sur l'ensemble de la page, ça veut dire qu'en gros, les gens non seulement ont affiché l'article, mais l'ont lu, ils sont allés jusqu'au bout. Et vous avez parfois des articles un peu longs, un peu ardus, un peu scientifiques, un peu pointus, où spontanément vous vous dites on ne va pas le mettre en ligne, on ne va pas forcément le mettre en ligne à une place très importante du site. Et puis en fait vous vous rendez compte une fois qu'il est en ligne qu'au contraire, non seulement il fait un score de visite tout à fait correct, mais surtout les gens s'engagent dans sa lecture parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus. Typiquement, les papiers sur la vulgarisation scientifique, on a un type qui fait très bien le 89, c'est des choses qui vont avoir une belle distribution et un bel engagement du lecteur, pour reprendre le terme anglais, engagement sur la page, le temps passé. Voilà, donc c'est un ensemble de métriques assez pointues. Et on peut aussi avoir des informations plus qualifiées, comme disent les publicitaires, c'est-à-dire d'avoir des informations sur